Derrière l'héritage laissé par l'empereur Dieu, l'univers est en pleine recomposition. La planète Rakis est méconnaissable, et l'ordre ancien des Bene Gesserit lutte pour préserver son influence face à de nouvelles menaces. Car la grande dispersion a ramené des forces inconnues, des factions puissantes et imprévisibles qui redéfinissent l'équilibre du pouvoir. Le Bene Tleilax et ses Gholas, les Ixiens et leurs nouvelles technologies, sans oublier les honorés matriarches et leur domination sexuelle. Vers un nouveau déclin de l'espèce humaine, la venue d'une fille qui parle au désert pourrait bien bouleverser l'avenir de Rakis. Bonjour à toutes et à tous les amis, très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, en l'occurrence l'analyse du tome 5 de Dune, les hérétiques de Dune. Avant toute chose, j'aimerais m'excuser pour la confusion qu'il y a eu par rapport à la conclusion du tome 4 de la précédente vidéo sur l'empereur Dieu de Dune. J'ai eu pas mal de retours par rapport à ça, principalement la mort de Leto 2. Voilà, j'avais juste omis de préciser quelques éléments de cette fin, mais voilà, je tiens surtout à vous remercier parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions, plus que les précédentes vidéos. Il y a eu des retours positifs, des conseils ou des suggestions pour booster la chaîne. Donc moi, ça m'encourage également à continuer. Et je pense que d'ailleurs, c'est la vidéo qui a eu le meilleur départ concernant le tome 4. Et avant que je vous partage mon avis sur ce livre, je vous demande le même soutien, à savoir des abonnements, des likes et également des commentaires si quelque chose vous paraît nécessaire d'expliquer ou bien de partager. Je serai très heureux de vous répondre, de les lire. Et voilà, on vise les 50 abonnés pour à la fin de cette vidéo, ce serait super. Et dans les prochains jours, il y aura également des nouvelles vidéos avec plein d'idées, plein d'innovations qu'on pourra faire après Dune. J'ai déjà réfléchi à pas mal d'idées, donc c'est parti. Bon, concernant ce livre, je suis pas mal embêté, pas à cause de quelques frustrations, mais j'ai pas du tout accroché au livre concernant les hérétiques de Dune. Pas du tout, à tel point que je vais pas noter critère par critère comme d'habitude, mais je vais vous exposer quel a été le problème, ou les problèmes que j'ai rencontrés durant ma lecture. Désolé pour tous les fans de Dune, pour ceux qui ont adoré le livre, mais je me dois d'être honnête sur ma lecture. Voilà, par le passé, j'ai pu dire quand c'était excellent, quand j'ai trouvé qu'il y avait des choses un peu moins bien, mais j'essaye d'être le plus honnête, et concernant ce livre, j'ai pas du tout accroché, tout en rappelant que ce n'est que mon avis subjectif et que ça ne me remet rien en question du succès de Frank Herbert ou de ce que vous avez vous-même pensé personnellement de ce livre. Sur ces mots, je vous souhaite une très très bonne vidéo, c'est parti. Alors le premier ressenti que j'ai eu après cette lecture, c'est que je suis arrivé à une conclusion, c'est que j'en ai marre de baigner dans 800 pages de confusion, de passer à peu près 2 semaines et plus de 2 heures par jour pour au final ressortir le cerveau complètement perdu. Bon, d'abord, concernant l'intrigue, on va reprendre également quelques éléments de ce qu'on faisait avant, mais l'intrigue est d'une lenteur absolue. Le scénario est très complexe, mais aussi est très très fouillis. Je veux dire par là que tout repart sans cesse de zéro. Il n'y a pas de lien avec Paul, ni de lien avec Alia, ni avec Leto 2, sauf la découverte du siège Tabre, peut-être avec quelques paroles, mais j'ai pas non plus compris trop l'intérêt, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on repart dans un nouveau tome, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de liens avec les précédents, on perd un peu de familiarité avec la saga ou ce qu'on avait pu aimer précédemment, et on est sans cesse obligé de se remettre pour le lecteur, c'est une tâche assez compliquée. Par exemple, les villes et les planètes changent de nom, on perd le lien qu'on avait avec l'univers, on se rend compte que nos lectures précédentes sont quasiment inutiles quand on repart avec des personnages complètement nouveaux. Donc c'est un parti pris auquel moi je n'ai pas adhéré. Et puis l'écriture est tellement riche, tellement dense qu'on en perd le fil à certains moments. Je dirais pas que j'ai rien compris parce que j'avais la volonté de faire cette vidéo, d'avoir tous les arguments possibles. Je me suis vraiment plongé au maximum de ce que je pouvais. J'ai essayé vraiment de m'accrocher, mais si vous avez pas le cœur à ça, vraiment prenez une grosse inspiration et je vous souhaite bon courage. Et puis l'écriture elle est tellement dense, tellement riche que on en perd le fil à la fin. C'est très fastidieux. Et je dirais pas avoir rien compris parce que j'ai mis pas mal de volonté dans ce livre, d'abord pour faire cette vidéo,
pour assimiler le plus d'arguments possible. Mais soyez accrochés si vous voulez tout assimiler. Parce que vraiment, il y a la barrière de l'écriture, puis la barrière de l'intrigue, puis la barrière de nombre de personnages. Franchement, c'est assez compliqué. Et je pense que l'auteur a dû perdre pas mal de fans avec ce tome-là. Si je peux donner un exemple, ce serait sur le personnage de Duncan. Alors je rentrerai en plus en détail sur les personnages dans l'autre section. Mais par rapport au tome 4, donc on avait les deux versions d'Angola, celui-ci, celui des hérétiques, était bien plus fade. On nous vend quelque chose de bouleversant et on se retrouve avec un personnage un peu trop banal. Pareil, l'idée de la grande dispersion est une bonne idée, mais elle est très très peu expliquée, voire pas du tout. On n'a aucun contexte avec les Bene Gesserit, qui sont l'ordre auquel on était habitué plutôt dans les derniers tomes. On ne sait pas quelle proportion a pris leur évolution. On est des millénaires avant. S'il te plaît, Frank Herbert, donne-nous un peu de contexte. Et puis l'idée de réintégrer une sorte de prophète, je parle de Chiana, dans son arrivée, est une bonne idée en soi, mais le personnage reste trop en retrait, à la différence de Paul ou de Leto 2 qui prenait vraiment pas mal de place, voire trop de place. J'ai trouvé que Chiana était tellement en retrait qu'on perdait ce sens, alors que c'est quand même l'enjeu principal de la 4e de couverture avant de lire le tome. Et donc on se retrouve avec 200-300 pages qui sont une réelle purge avant le lancement de l'intrigue. On a une énumération des sorcières, des technologies, des processus obscurs, sans vraiment baigner dans l'univers. Donc franchement, c'est dommage d'avoir une introduction aussi lourde. Alors après, c'est sûr qu'il y a un effort d'action. J'ai bien aimé quand tout commence à s'emballer. Donc notamment le temple de King qui est attaqué, avec une alternance de points de vue entre Duncan et Chiana, qui sont les deux personnages, les deux enfants sur lesquels on a pas mal d'intrigues. Ça me fait penser aux deux frères Leto et Ganima dans le tome 3 qui m'avait beaucoup plu d'ailleurs. C'était le tome qui m'avait le plus emballé. Et ben là on a une alternance de points de vue qui est sympa. Je me dis le livre va enfin s'emballer, des destins qui sont intimement liés mais qui finalement ne se croisent jamais, et c'est ça mon problème. C'est-à-dire que on a Duncan, on a Chiana d'un côté, mais à aucun moment les deux personnages vont avoir de lien. On n'en fait que parler d'un point de vue extérieur. Les deux personnages ne sont ni au premier plan ni au second plan. Enfin, je suis désolé, j'ai pas vraiment accroché avec ça. Il y a aussi un autre point que j'ai bien aimé en revanche, c'est le trio Duncan, Miles Tegg et Lucia, qui est intéressant, notamment dans le non-globe Harkonnen. Ça nous fait un petit clin d'œil pour le tome 1 et cette famille, cette dynastie un peu machiavélique. Et bah là on se retrouve avec quelques descriptions que j'ai bien aimées, mais on perd directement ce rythme avec des entrevues trop longues. Je pense notamment aux 100 pages d'une négociation d'alliance stérile entre donc les Tleilaxu et le Bene Gesserit. Enfin, je veux dire, Waf, le personnage de Waf est complètement bête, le personnage de Taraza est naïf, le prêtre de Tuek est vraiment stéréotypé dans ce type de personnage un peu zélé, aveugle, et dans ces moments-là, Frank Herbert m'a plus perdu et noyé dans ses paroles qu'autre chose. Alors tiens, pour parler de l'écriture, ça va être intéressant parce que moi c'est le problème que j'ai rencontré tout au long du livre, c'est que premièrement on a des chapitres qui sont beaucoup trop longs. J'ai trouvé que par rapport au tome 3 et 4 que j'avais bien aimé, et les dialogues étaient plus courts, la lecture était donc plus fluide, et pour faire des pauses dans la journée c'était quand même assez agréable. Là on a des descriptions qui sont vraiment imbuvables par moment, un vocabulaire qui est dépassé, avec peu de renouvellement dans les structures de phrases qui sont souvent les mêmes, des paragraphes qui sont trop denses, parfois interminables, des dialogues qui sont assez peu réalistes, et pas mal de clichés, notamment dans la relation homme-femme, qui m'a un peu dérangé, avec ces honorés matriarches qui sont toujours traités de catins, ou de pas mal de vocabulaire qui a du mal à se moderniser, je trouve. Après ça date évidemment du XXe siècle, des fin des années 1990, mais quand même je trouve que j'ai pas accroché à ce style-là d'écriture dans ce tome 5, alors que je trouvais qu'il y avait du mieux dans l'effort d'écriture des derniers tomes. Voilà, si je peux dire quelque chose sur l'intrigue, c'est vraiment ça, c'est que on sent que malgré la philosophie intemporelle de certains sujets, le côté démodé de la plume manque cruellement de modernité pour moi. Et si on peut parler de la fin en quelques mots, pour moi la fin elle est bâclée, alors qu'elle sauvait la face des derniers tomes. J'avais trouvé que même si les livres d'avant n'étaient pas parfaits, la fin avançait, donnait du rythme,
et permettait au lecteur de s'accrocher à quelques miettes et de ressortir pas complètement déçu. Pour moi, la fuite de Miles Tegg est assez improbable. Le fait que voilà, il sorte, il fuit pour la deuxième, troisième fois en faisant un massacre, en tuant tout le monde. Il est en train d'être torturé, je sais pas par quelle sorcellerie il arrive à s'en sortir. Le rapport sexuel entre Myrbella et Duncan est assez osé. Pour le coup, là, je sais pas trop quoi en penser. Parce que c'était original et c'était assez bien écrit dans le sens où on avait un sujet qui était de base dérangeant, s'est trouvé un espèce de défi, de combat, de lutte. J'ai bien aimé. Et par contre, l'attaque des honorés matriarches à la fin est si mal expliquée que j'ai dû relire les 100 dernières pages à plusieurs reprises. C'est-à-dire que on a la mort de Taraza qui est assez bizarre, cet échange de pensée avec Odrad qui est plaqué un peu brutalement, encore la fuite de Duncan, et en une ligne, hein, je dis bien en une ligne, une phrase peut-être, la planète Rakis explose. Alors je sais pas comment, pourquoi peut-être, mais comment surtout. En un classement de doigts, on n'a aucun renseignement, la planète explose, donc tous les Taraza, Miles Tegg meurent et tout, et donc il y a ce sauvetage avec Duncan, mais la fin me paraît d'un tiré par les cheveux. Ah, je suis désolé, en plus que c'est mal expliqué, c'est assez improbable, j'ai vraiment pas accroché avec cette fin, et ça concorde un peu avec toute ma lecture au terme des 800 pages. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai vraiment eu du mal avec ce livre-là. Et en plus de ça, on a 0 degré d'émotion, hein. Miles Tegg, qui était un peu mon personnage préféré, enfin, du moins celui auquel je m'étais le plus attaché, le seul d'ailleurs. Mais comment être triste alors que je n'avais même pas de sa mort, alors que je n'avais même pas compris qu'il était mort. Alors je crois que concernant mon avis global, on va s'arrêter là. Ça sera peut-être une vidéo un peu plus courte. Là, je vais vous parler des personnages et je donnerai la note à la toute fin parce qu'il y a énormément de choses à dire par rapport aux personnages aussi. Pour passer aux personnages, il y a des choses à dire parce que selon moi, c'est le problème chronique de ce livre. La gangrène de ce livre repose sur les personnages qui ne permettent pas d'emballer du tout le livre. D'habitude je fais un classement, là je vais même pas en faire, hormis quelques personnages qu'on va citer. Alors d'abord, la source de tous mes problèmes est là, c'est lors de la présentation de l'arrivée d'un personnage. On n'a aucun rappel au cours de l'histoire, de qui est qui, d'une description du rôle de chacun. Donc c'est ce moment-là auquel il faut s'accrocher et on n'a pas le droit à l'erreur. Moi ça a été mon cas concernant le personnage de Burzmali. J'avais dû avaler un somnifère au moment de son apparition, ou je sais pas, peut-être que je dormais, mais j'avais pas lu la petite ligne, la petite phrase qui disait qui il était, et donc en fait je suis resté la moitié du livre en essayant de deviner qui c'était. Puis après j'ai compris que donc c'était un allié de Miles Tegg pour protéger Duncan et tout à la fin, mais sur le coup vraiment je n'arrivais pas à saisir qui était Burzmali, parce que j'avais raté ce petit passage. Alors d'accord, je veux bien avouer que c'est ma faute, on ne demande pas la perfection à un lecteur, par contre on demande la perfection à l'auteur, c'est-à-dire de rappeler plusieurs fois qui il est, dans quel sens il est, sauf que là c'était tellement fouillis, tellement brouillon, que j'arrivais pas à me souvenir de qui c'était. Un autre point négatif sur les personnages, c'est leur nombre. Il y a trop de personnages, surtout une très mince différence entre chaque personnage, dû je pense à un manque de personnalité, c'est-à-dire qui empêche de les distinguer en fait. On a Chouengiu, Taraza, Odrad, Lucilia, Belonda, quelle galère, enfin je veux dire, entre les sœurs du Bene Gesserit, elles ont tous, bon les noms ok, les noms sont pas mal choisis, mais le rôle des personnages, soit il y en a trop, soit ils n'ont pas de personnalité, et soit ils n'ont pas de passage à eux, mais ça m'a pas permis de m'attacher personnellement aux personnages dans les hérétiques de Dune, là où j'arrivais plutôt à me dire que Mère Jessica avait fait une évolution, là où j'arrivais à dire que Paul prenait trop de place. Là j'étais tellement omnubilé par la lourdeur des mots que j'arrivais vraiment pas à faire le lien entre chaque personnage. Alors il y a un personnage que j'ai bien aimé en revanche, comme j'ai dit, c'est Miles Tegg. Ce bâchard un peu besogneux qui a une force de caractère et la plume d'Herbert s'animait vraiment différemment lors des passages où il y avait Miles Tegg, c'est-à-dire durant la fuite, durant des combats, même durant les dialogues, j'ai trouvé qu'il était un peu plus intéressant. À chacune de ces apparitions, qu'elles soient crédibles ou pas, ça s'animait un peu, il y avait plus de rythme, donc j'ai bien aimé le bâchard dans ce livre. Et donc dommage pour la mort de Miles Tegg à la fin quand la planète explose.
Enfin, je dis dommage, mais en réalité, à chaque fois que la suite se passe des années-lumière après, et donc et tout change tellement que à tout moment, les personnages qui ont survécu là ne seront même pas dans la suite. Donc, je sais pas vraiment ce qu'on nous réserve. J'espère d'ailleurs que on va finir sur une bonne note cette saga quand même. Et donc, pour résumer un peu ce que j'ai pensé des personnages, j'ai trouvé qu'il y avait 3 gros problèmes qui ont fait que les personnages ne me permettaient pas d'emballer le livre. Tout d'abord, il manque de charisme. Que ce soit des personnages comme Stilgar, comme Paul ou comme Leto 2 nous ont vraiment manqué. On n'avait pas de personnages qui avaient une aura, qui dégageaient une aura ni au début, ni à la fin, ni au milieu. J'ai pas trouvé de personnage qui m'a emballé. Bon, Milesteg, j'ai bien aimé, mais c'est le seul. Enfin, il n'y avait pas vraiment de coup de cœur. Voilà, il n'y a pas eu de coup de cœur parce qu'il n'y avait pas de charisme. Deuxièmement, les personnages n'avaient que très peu d'intérêt. Je pense surtout à Shiana qui finalement ne sert qu'à ramener un verre sur la nouvelle planète. Et il y a pas mal de révérendes mères dont j'ai pas complètement ciblé l'utilité, notamment une certaine Audrad. Et troisièmement, les personnages manquent cruellement d'une évolution. Moi, vous savez que c'est ce que j'adore dans un livre, c'est de voir un personnage A évoluer en un personnage B, tout en gardant une personnalité qui lui est propre, bien sûr. Hormis Duncan qui fait preuve d'un peu plus de caractère à la fin, notamment lorsqu'il arrive à dompter cet échange sexuel avec Murbella, qui arrive à affirmer qu'il ne veut pas être un objet du Bene Gesserit, ni des révérendes mères, ni de personne. J'ai trouvé qu'il y avait peu d'évolution, les personnages restaient très campés sur les positions. C'est ça en fait, il n'y a aucune confrontation, aucun changement de point de vue, il n'y a pas de doute personnel, il n'y a pas de remise en question de ses actes, chacun est campé sur ses positions. Et il y a très peu de mouvements là-dessus. Ce qui fait qu'avec des personnages plats, c'est impossible de faire autrement qu'une histoire plate. C'est comme sans levure, le personnage c'est la levure, c'est impossible de faire monter ton gâteau. Et le frisson que j'aurais dû ressentir avec l'explosion de Rakis, donc la nostalgie de ces 3000 pages accumulées dans la saga du tome 1 jusqu'au tome 5 où on a suivi l'évolution de cette planète, où j'ai même dit dans la précédente vidéo, c'est pas les personnages qu'on suit, c'est l'évolution de cette planète, et m'a laissé complètement indifférent. L'explosion, oui, mais bon, tu rapportes le verre sur l'autre côté, et puis tu auras d'autres personnages, puis j'ai vraiment pas été emballé par ce tome qui aurait pu être un pilier, qui aurait pu être une pierre angulaire de la saga et qui finalement n'est qu'une grosse déception. Donc voilà, puisqu'il faut bien donner une note, j'attribue la note de 5 sur 10 qui reste une note généreuse car l'intrigue garde tout de même du bon. Malgré un gros échec pour moi sur l'écriture et les personnages qui sont les deux énormes bémols, l'intrigue garde un certain potentiel qui aurait pu être exploité différemment. Voilà, il y a peu d'émotions, mais l'univers reste quand même riche et un bel alignement des camps. Ouais, ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le fait de dresser les menaces de la grande dispersion avec plusieurs camps, comme j'en ai parlé au tout début de la vidéo dans l'introduction, avec donc le Bene Tleilax, les Ixiens, les Honorés Matriarches et le Bene Gesserit, chacun avec leurs valeurs qui sont propres, chacun avec l'influence qu'on essaye de décider, et même s'il y avait eu des alliances qui n'ont pas vraiment marché, je trouve que c'était intéressant, et donc je vais me forcer quand même à lire le tome 6 de la saga, parce que bon, je peux pas arrêter là, hein. Mais honnêtement, je sais pas si sans les vidéos, j'aurais pas juste jeté le livre et passé à une saga, mais j'espère que ça va redresser en tout cas la vie mitigée de cette saga que je garde, parce qu'on a eu du très très bon, avec un bon premier tome, un deuxième tome qui m'avait déçu, des tomes 3 et 4 qui étaient excellents, et là on repart sur une déception, donc ça fait beaucoup de mitigés. Je serais très intéressé justement de connaître votre avis sur la question dans les commentaires, parce que j'ai pas vraiment regardé les topics ou les avis extérieurs. Je voulais vraiment vous donner ma propre pensée sur le livre, donc peut-être qu'il y en a qui ont adoré, qui ont compris plus de choses que moi, qui ont peut-être abordé le livre d'une autre manière. Donc je serais très heureux d'échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu, et on passe directement sur la citation, parce que j'en ai quand même sélectionné une très intéressante. À la page 225 de la petite édition, enfin de l'édition Pocket, on nous apprend à rejeter l'amour, nous savons le simuler, mais chacune de nous est capable de l'étouffer en un instant. C'est une citation d'Audrad, donc une Bene Gesserit qui devient justement révérende mère à la fin avec la mort de Taraza. Donc cette citation en quelques mots montre tout le calcul, la philosophie de la secte Bene Gesserit,
par le contrôle de l'émotion. On laisse en réalité peu de place à l'humanité dans cette lutte entre l'instinct et la raison, entre l'amour et l'intérêt. On essaie vraiment de réprimer toutes ces émotions pour contrôler le monde. Et c'est une vision du pouvoir selon Herbert que j'approuve tout à fait et qui a vraiment donné du très bon dans ce livre comme dans les précédents. Et je trouve que l'affrontement du duel entre Bene Gesserit et Honoré Matriarche sur cette vision de l'amour et des émotions aurait pu me plaire. Et donc on a pu voir également les limites de cet amour, de ce contrôle des émotions avec Duncan qui défait l'emprise de Murbella dans cette espèce de lutte à la fin qui tout compte fait m'a plu. Donc voilà, pour finir avec le sourire, pour finir avec une note positive, rien de mieux qu'une petite citation pour illustrer ce livre. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà, pour finir avec le sourire, pour finir sur une bonne note, rien de tel qu'une petite citation pour résumer le livre. Et on arrive donc au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si on n'a pas eu forcément le même avis. J'espère que mes arguments ont pu trouver écho dans votre lecture ou qu'elles ont pu justement vous faire réfléchir à quelques éléments. Peut-être que vous n'avez pas du tout pensé la même chose que moi, auquel cas je serais très intéressé de débattre dans les commentaires. Concernant la suite de la chaîne, je sortirai la vidéo 6 pendant les vacances de Noël, je pense, avec pas mal de choses à dire. Peut-être un récap total de tous les livres qu'on aura fait, avec également, je pense, une vidéo sur un personnage, ou alors quelques autres vidéos sur des sujets plus précises qui pourraient trouver un certain intérêt en vous. Donc je sais pas, n'hésitez pas également à me donner des suggestions. Peut-être que je devrais passer aux shorts également sur YouTube, je sais pas trop à quoi ça peut donner. J'ai envie de découvrir plein de choses et pour ça n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu qui va avec et à activer la cloche pour pouvoir être renseigné de toutes les prochaines arrivées. Il va y avoir du très lourd. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir pu visionner cette vidéo et on se dit à très bientôt pour l'analyse du tome 6 de Dune. Ciao, c'était Olive.